projection du film. Et je vais laisser Maxime Faure, du coup le co-réalisateur, présenter son film rapidement et après on va pouvoir lancer. Et voilà, bonne projection. Alors, bonsoir à vous, merci pour l'invitation de projeter le film des Insulaires. C'est un film que j'ai co-réalisé avec Adam Pugliese qui va nous rejoindre après pour la discussion. C'est un film particulier qui a été réalisé, particulier par sa réalisation, dans le sens où il a été réalisé dans une résidence qui propose une rencontre entre un cinéaste et un architecte dans le cadre des résidences du réseau des maisons d'architecture. Peut-être que vous connaissez ce réseau-là. Et c'est un réseau qui propose de mettre en relation un architecte avec une autre profession. Et avec Adam, on propose un dialogue entre cinéma et architecture. Et c'est pour cette raison qu'on a proposé on a postulé à cette résidence qui était en 2020. Donc à l'automne 2020, pendant 3 mois, on a habité le quartier des Îles à Bonneville. C'est un quartier qui est situé en Haute-Savoie, à la frontière, à 15 minutes de la frontière suisse. Donc pendant 3 mois, on a rencontré les familles du quartier. On a habité le quartier, on avait un logement dans le quartier. Et c'est un quartier qui est menacé, qui est en cours de démolition. On parle d'une démolition totale de 257 logements. C'est un quartier qui a été construit au début des années 70 et on a rencontré des familles qui habitaient ce quartier depuis 3 voire 4 générations, depuis près de 45 ans. Donc ce projet, on a pris le temps de rencontrer les familles, on n'a pas sorti le micro ni la caméra tout de suite. On a vraiment pris le temps de rencontrer les gens et de comprendre ce que ça signifie de devoir quitter son lieu de vie quand on n'a pas eu le choix. Donc c'est vraiment un film sur l'impact dans un quotidien d'un choix politique. Le film dure 1 heure. L'idée c'est de pouvoir échanger après, donc autour d'une table ronde avec d'autres invités. Voilà, je pense que je vous souhaite un bon film et on en parle après avec plaisir. Merci. أنا ولفت هنايا هذه 50 عام وأنا ساكنة هنا ولدت وليداتي وكبروا من عند ربي يسر اللي تيمشي على وجه الأرض كله يخلينا في بلايصنا تنمشيو للتراب. Il y a 3 phases qui sont prévues pour la démolition, avec 3 premiers bâtiments le plus proche de l'avenue de Genève. Donc le bâtiment de vos parents. C'est la fin de quelque chose et le début d'une autre. C'est bizarre de parler comme ça, je trouve. Comme si tu parlais de la mort, quoi. والمير اللي يهضروا على هادشي وهذا قول له المير يعطيني الدار قراطوي هو مير يعطي الدار لبن عمو مير يعطيها له قراطوي جو باغ. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de nous déménager. Merci à tous. Donc on va commencer le débat. Il sera en 3 parties. Donc on va d'abord parler de l'ANRU vécue par les habitants. Puis on va faire une petite prise de recul en deuxième partie sur ce qu'est l'ANRU et un peu le système de financement pour mieux comprendre le processus. Et ensuite on aura une dernière partie sur les luttes contre les démolitions par les habitants, les habitantes et par les architectes parfois. Donc je vous proposerai de poser des questions entre chaque partie. On va essayer d'être assez concis parce qu'on a un temps limité. Donc voilà, dans la mesure du possible, des questions claires et concises.
Donc pour mes intervenantes, donc il y a Adam, l'autre réalisateur qui va nous rejoindre, mais sinon il est architecte diplômé de l'ENSA Nantes et artiste. Il a eu plusieurs expériences en agence d'architecture et aujourd'hui les enjeux de transformation et de réhabilitation sont au cœur de ses pratiques, notamment avec ce film. Maxime, tu es auteur et réalisateur. Maxime, tu as étudié le cinéma documentaire à l'Université de Montréal, là où vous vous êtes rencontrés tous les deux. Ton travail s'intéresse à la collecte de la parole, à l'intime, à la mémoire et au territoire. Et donc, vous avez tous les deux réalisé ce film lors d'une résidence de 3 mois à la Cité des Îles, en Haute-Savoie, donc la cité qu'on a vue dans le film. Diangou, tu es habitante et militante engagée au sein du collectif Habitants du Franc-Moisin à Saint-Denis, contre la démolition du quartier, et surtout qui lutte pour une réelle concertation du projet de rénovation urbaine, qui est sous convention ANRU signée en 2015. Bernard, tu es membre du collectif Construire. C'est un collectif d'architectes, d'urbanistes et d'acteuristes de la ville qui se mobilise contre les démolitions opérées par l'ANRU et qui publie notamment des articles sur les systèmes de financement de l'agence et pour alerter sur les pratiques menées. Donc, Construire, c'est une tribune libre qui vise à amener des sujets politiques et à débattre sur les sujets de la politique de la ville entre professionnels, et on a quelques exemplaires là du dernier numéro et d'un numéro spécial école, donc on va pouvoir en distribuer au cours de la soirée. Donc on va commencer par une petite intro sur l'ANRU. Donc il y a 3 semaines, lors de notre première conférence avec Gilles Pinson, on a commencé à décrypter le phénomène de ville néolibérale. Et donc, je vais vous dresser un petit historique et vous expliquer pourquoi, selon moi, l'ANRU s'inscrit dans une fabrique néolibérale du territoire. En 2017, Macron, fraîchement élu, a prononcé ces mots. « Je veux que le visage de nos quartiers change à la fin de ce quinquennat ». On va essayer de se demander ce qu'il y a derrière cette phrase et si c'est pas plutôt les visages qu'on essaye de changer et au profit de quoi. Donc l'ANRU a été créé en 2003 par Jean-Louis Borloo, le ministre délégué à la ville à l'époque. Donc c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine, ANRU. Je le cite, « On va refaire de fond en comble 165 quartiers, on va raser et refaire 200 000 logements. » L'ANRU est créé et le PNRU est lancé. C'est le programme national de rénovation urbaine que l'ANRU finance à 12 milliards d'euros. L'État prévoit au départ un financement de 450 000 euros par an. On a préparé une petite fiche récap de tous les chiffres importants qui va circuler aussi. Donc, si vous êtes un peu perdu dans mes chiffres, il y aura une petite explication. Donc, en 2009, l'État se désengage financièrement. François Fillon fait voter une loi qui supprime tout engagement de l'État à l'ANRU et au PNRU. Donc, le PNRU dure 16 ans jusqu'en 2020 et c'est 12 milliards qui seront apportés par l'ANRU et 1 milliard par l'État. Tout le reste, c'est le 1% patronal, le 1% logement, via le groupe privé Action Logement et les bailleurs sociaux qui vont le financer. En 2014, François Hollande lance le NPNRU, le nouveau programme de rénovation urbaine, qui est effectif depuis 2018 et encore aujourd'hui, avec aucun financement de l'État. Donc si on résume, en 2003 est lancé le PNRU jusqu'en 2020. En 2014, le NPNRU avec aucun financement de l'État, l'essentiel est financé par Action Logement. Donc ce sont les entreprises privées qui mettent beaucoup plus d'argent que l'État dans la rénovation des quartiers, une politique qui serait donc d'ordre néolibéral. Donc si on fait un petit bilan des 20 ans de l'ANRU, c'est cette année, c'est son anniversaire, environ 50 milliards d'euros ont été dépensés en 20 ans, pour un total de 160 000 démolitions, ce qui équivaut à 5 milliards d'euros, puisque une démolition, c'est à peu près 30 000 euros par logement. 140 000 logements reconstruits, ce qui équivaut à 22 milliards d'euros, 160 000 euros par logement pour une construction. Donc au total, c'est 190 000 euros par logement à chaque fois qu'on démolit et qu'on reconstruit. Et c'est 50 milliards d'euros et 20 000 logements de perdus. Donc ça, c'était pour le gâchis économique. Pour le gâchis écologique, une démolition-reconstruction, c'est 80 fois plus d'énergie dépensée qu'une réhabilitation. Et je rappelle juste que 66% des déchets proviennent du BTP. Donc maintenant qu'on a parlé du gâchis économique et écologique, j'aimerais qu'on parle du gâchis social des démolitions.
Le film de Maxime et Adam laisse une grande place à la parole et aux habitants et habitantes du quartier, là où dans la réalité on les déplace presque de force pour permettre les démolitions. On sent que les habitants ne veulent pas partir, ils sont très attachés au quartier, et je cite un des habitants: « Moi je veux rester aux îles, si je croise un jour ceux qui ont construit les bâtiments, je leur dirai merci. » Donc Djangou, tu es habitante d'un quartier qui est sous convention en rue, à Saint-Denis. Comment tu as vécu l'annonce de la démolition? Qu'as-tu ressenti? Et comment les autres habitants et toi, vous avez vécu la situation? Bonsoir à tous. Donc je me présente, je m'appelle Djangou Traoré, habitante du quartier Franc-Moisin. Donc je vais vous situer le contexte du quartier Franc-Moisin. C'est un des plus grands quartiers de Saint-Denis qui avoisine une population de 8000 habitants avec à peu près 2000, 1800, 1900 logements sociaux, qui est à 2 minutes à pied du Stade de France. En fait, on a vue sur le Stade de France. Donc, moi, en 2015, pour l'anecdote, parce que moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait un plan de rénovation urbaine dans mon quartier. C'est toujours comme ça, on ne l'apprend pas en fait. C'est qu'on vous invite à une réunion et on vous dit voilà ce qui va se passer. C'est que j'ai reçu un courrier chez moi me disant que j'ai été tirée au sort en tant que membre du conseil citoyen. Je me suis dit mince, c'est quoi ça? Donc je suis partie quand même en mairie pour une investiture. Donc je suis membre du conseil citoyen. Et après on a été invité à une réunion publique. Et là c'était tout le quartier qui était invité. Et il faut savoir que le quartier Franc-Moisin, comme je vous ai expliqué, c'est un très grand quartier. 8000 habitants. On a un lycée, on a un collège, on a 2 grosses écoles, on a l'APMI, on a vraiment tout dans notre quartier. C'est vraiment une ville dans une ville. Très proche, mais vraiment très proche des métros, tramways. On a 3 RER qui nous entourent. Mais le problème du quartier, c'est qu'on est enclavé. On est coupé par le Fort de l'Est, par le canal, par l'autoroute, et par le canal, l'autoroute, et il y a quoi, autoroute, canal et Fort de l'Est. Donc on ne peut pas le désenclaver. C'est impossible. Donc on a eu cette réunion publique en nous expliquant que c'est un député, le député qui est toujours notre député, qui est proche, très proche des habitants, qui est venu nous présenter le plan de rénovation urbaine avec l'architecte en disant qu'il faudrait détruire le quartier, pas le quartier, mais une partie du quartier. Au départ, c'était 300 logements pour le désenclaver, pour la mixité sociale et pour laisser passer une route. Désenclaver, c'est-à-dire qu'on va détruire l'immeuble pour laisser passer une route. Quand une route passe, les gens peuvent rentrer dans le quartier et sortir dans le quartier. Au début, on n'avait rien compris parce que ça parle beaucoup en code. NPNRU, QPV, en rue. Déjà, quand on vient dans une réunion publique, on nous parle en code, ça cache quelque chose. C'est pas très clair. Donc, chemin faisant, on découvre que c'est pas 300 logements, c'est 350 logements. Plusieurs réunions publiques, jusqu'à qu'on nous annonce que, au final, on a décidé de détruire un tiers du quartier. C'est-à-dire pratiquement 500 logements qui vont être détruits. Ça a été difficile. On a mené des batailles. On a réussi à sauver quelques halls d'immeubles. Ça, je dirais pour la lutte. La lutte, comment on a réussi à sauver quelques halls d'immeubles. Mais ça a été très compliqué de venir et de dire qu'on doit partir parce qu'on n'a plus notre place dans le quartier, parce que nous sommes une population désargentée, parce que c'est le mot qu'a dit l'architecte, qu'on était désargentés et qu'on ne pouvait pas rester ici. Vous avez vu les mots, comment ils sont forts et comment ces mots-là font très très mal. Qu'on n'a plus notre place ici, qu'on a besoin de mixité, on va construire des immeubles de petit étage, l'ascension à propriété, mais on sait très bien que ce ne sera pas pour nous. Donc aujourd'hui, nous, habitants qui sommes experts de notre quartier, parce que nous, on sait ce qu'on veut pour notre quartier. Hein. On peut dire que nous sommes architectes, hein, parce qu'on sait ce qu'on veut pour notre quartier. Vu qu'on y habite, on dort, on y vit, on sait ce qu'on veut pour notre quartier, mais nos revendications n'étaient pas écoutées. Parce qu'on disait que non, nous, ce qu'on veut, c'est pas détruire, on veut la réhabilitation. Un coup de peinture, quelque chose comme ça, ben non. Non, c'est pas possible.
Donc, au nom de la mixité sociale, au nom de la... Moi, je dirais plus au nom de la gentrification, parce qu'il faut dire les termes, hein. On est entre nous, il faut se dire les termes. Pour moi, c'est de l'épuration sociale. Typiquement, épuration sociale, et je dirais même, allez hop, un apartheid, on veut plus de pauvres, dégagez là-bas, nous on va ramener les riches. Ça a été difficile, mais on a quand même de la chance, c'est que ce quartier franc-moisin, c'est quand même un quartier où il y a eu des combats qui ont été menés déjà quand on était enfant. Donc je pense qu'on a hérité ça de nos parents sans le savoir. Donc nous, on a continué à mener le combat. Mais voilà, le dernier locataire des 500 logements est parti il y a 2 semaines. Et là, aujourd'hui, on voit que voilà, les échafaudages arrivent et on commence à... la destruction de ces immeubles vont arriver avant les JOP 2024. Donc voilà ce que je peux dire en synthétisant, parce que de 2015 à aujourd'hui, c'était un peu long, mais je synthétise. Donc Maxime, vous avez vécu avec Adam en résidence 3 mois aux îles pour la réalisation du film. Vous avez vécu le point de vue des habitants pendant le processus notamment de délogement et de relogement. Comment est-ce qu'ils ont vécu l'annonce et surtout les relogements? Et Adam, là, juste, Ah, il est là, super. ce micro marche pas, je vais... Non, Si, il faut l'allumer. Ok. Ah ouais. Faut l'allumer ici. Ouais, c'est ça. Ok. Bah Adam, bienvenue, Et Adam arrive. co-réalisateur du film. Alors la question, c'est comment les habitants ont réagi face à l'annonce de la démolition. Peut-être pour rappeler le contexte de notre arrivée dans le quartier avec Adam. On arrive donc en septembre 2020 et on arrive dans le quartier en même temps que les premières grues qui annoncent en fait la démolition future du quartier. On arrive aussi juste après la démolition du local. Le local, c'était un espace où les familles se retrouvaient pour célébrer des fêtes, aussi pour les enfants, c'était un espace de jeu, puis c'était un espace de rencontre en toutes sortes d'événements. Donc on arrive après la démolition de ce local et on arrive avec les premières grues. Et donc on rencontre des habitants qui sont un peu sonnés et aussi qui comprennent que cette démolition qui était hypothétique dans leur tête devient concrète. On arrive en même temps que le bruit aussi du chantier, que la poussière du chantier. Donc on rencontre des familles qui sont dans un état un peu de sidération pour certaines familles. Ce qu'on comprend, c'est aussi qu'il y a eu différentes réunions publiques pour annoncer la démolition, ainsi qu'un phasage. C'est-à-dire que le relogement du quartier se fait en 3 phases. Phase 1, bâtiment HEC, c'est le bailleur qui l'explique dans le film. Phase 2, phase 3. Donc nous, on arrive au moment de la phase 1. Ce qu'on comprend, c'est que les familles du quartier ont l'information, justement, par phasage aussi, qui crée du trouble, qui crée aussi de l'incompréhension. C'est que les familles du bâtiment C n'ont pas la même information que les familles du bâtiment A, par exemple. Ce qui crée de la rumeur, ce qui crée la crainte aussi d'un mauvais relogement. Peut-être que les premières familles relogées seront mieux relogées que les autres familles. Donc ça crée, on arrive dans cet état un petit peu de flou. Rumeur de pourquoi on démolit aussi. Ce qui est mis en avant par le bailleur, par la ville, c'est de la mixité sociale. On parle d'un logement, 100% de logement social, et on va passer à 30% de logement social. Donc, et l'autre partie, c'est de l'accession à la propriété privée. On parle d'un quartier donc, qui est au bord d'une rivière, à côté d'une forêt, vue sur la montagne, comme vous avez pu le voir. Donc il y a des vues et un cadre de vie qui est quand même très intéressant. Donc voilà, on arrive dans tout ce contexte-là, mais on rencontre des familles qui ne sont pas dupes en fait de ce qui se joue là, et c'est ce qu'on tente aussi de retranscrire dans ce film. Voilà, que c'est la hauteur qui pose problème, que on veut plus de ce quartier en entrée de ville, ça donne une mauvaise image. La question de l'amiante, on sait désamianter en France, on sait comment faire pour désamianter, donc ça aussi c'est des questions qui sont
très vite les habitants en fait s'en emparent. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'on n'assiste pas à une résistance plus que ça. Il n'y a pas de groupement de familles qui se réunissent. Ce qu'on comprend, c'est la crainte d'un mauvais relogement. Si je conteste, si je m'oppose à ces démolitions, peut-être que je vais être moins bien relogé. On comprend aussi qu'il y a des familles qui, face à cette proposition d'avoir du logement neuf, ont un espoir de peut-être avoir un balcon qui était rêvé depuis de nombreuses années. C'est un quartier qui, par exemple, n'avait pas de balcon. Mais d'autres sont force de proposition et disent en fait, si on veut des balcons, il n'y a qu'à en rajouter. Et donc, c'est toutes des discussions qu'on a pendant ces 3 mois dans le quartier. Voilà ce qu'on propose de faire avec Adam, c'est un inventaire. Un inventaire de qu'est-ce qu'habiter aux îles, quelles sont les forces de ce quartier, et quelles sont ses capacités de transformation, en fait. Quelles auraient pu être ses capacités de transformation. Adam, je te passe la parole si tu veux poursuivre sur cette... Je sais pas quelle était la question à la base. Je suis arrivé en cours. Comment les familles reçoivent cette... Non, mais tu as tout dit. Je pense que nous, en tout cas, quand on arrive dans le quartier, il y a toutes ces rumeurs qui courent, qui... de par l'incompréhension, comme tu le disais Maxime, l'incompréhension du projet, l'absence même de concertation, en fait, c'est ce que les familles nous ont dit, c'est que un projet de renouvellement urbain, donc l'ANRU arrive avec une enveloppe de plusieurs millions d'euros pour le quartier, un projet de renouvellement urbain pendant presque 50 ans, il y a eu tout un tissage qui s'est créé dans le quartier pour faire vivre le quartier, en fait. Le quartier, c'est même au-delà des murs, en fait. C'est que les habitants font vivre par leur réseau de voisinage, par leur réseau associatif, par leur réseau d'entraide, leur réseau familial, font vivre tout le quartier, fait que ce quartier tient aussi, que les familles ont du plaisir à y vivre. Et malgré l'absence parfois d'engagement ou d'investissement des pouvoirs publics sur le quartier, des associations, des collectifs d'habitants. Et en fait, les familles apprennent la démolition totale du quartier comme un gigantesque gâchis et une défiance et une négation de tout ce qui a été ce quartier et de tout l'investissement que les familles ont porté pendant presque 45 ans, 50 ans pour certaines. Et je pense qu'il y avait cette idée de comment se fait-il qu'à aucun moment ils n'ont été même concertés en amont de toute réflexion, prise de décision. Il y a un conseil de quartier. Pourquoi à aucun moment les habitants n'ont été intégrés dans cette réflexion? C'est ce qu'ils disent en fait, un véritable gâchis de se dire on n'a pas pu. Comment on reçoit des millions d'euros, l'État est prêt à investir des millions d'euros et on ne met pas cet argent dans un vrai projet de rénovation urbaine. C'est le titre de ce projet qui est porté. En fait, là, on est face à une démolition, reconstruction d'un nouveau quartier. On est face même jusqu'à l'identité du nom. Le nom est amené à disparaître. Donc, c'est un peu tout ça que les familles font face, cette idée du gâchis, en fait. Parce qu'elles étaient totalement conscientes que le quartier, après 45 ans, arrivait un peu à la fin de sa première vie, autant d'un point de vue architectural que technique, que urbain, paysager, il y avait plein de choses à imaginer. Les familles, elles en étaient conscientes, que d'un point de vue thermique, on sait comment améliorer aujourd'hui les logements, d'un point de vue acoustique, la question, comme tu disais Maxime, des espaces extérieurs, on sait faire aussi comment le grand avantage des bâtiments construits, de ces bâtiments construits dans les quartiers de grands ensembles dans les années 60-70, c'est que ils ont été d'une assez grande ingéniosité aujourd'hui pour nous architectes qui sommes face au défi de la réhabilitation, c'est que ces bâtiments sont très facilement réhabilitables. On sait les réhabiliter, les transformer, les façades ne sont pas porteuses, on sait déposer les façades, créer des extensions, reconfigurer des logements, reconfigurer les rez-de-chaussée. Par exemple, au quartier des îles, beaucoup de familles nous disaient qu'on n'a pas envie d'habiter en rez-de-chaussée, hormis ceux qui, pour des questions d'accessibilité, mais les rez-de-chaussée sont assez mal traités. Les familles disaient, mais en fait, on peut réaménager ces espaces au rez-de-chaussée. Les espaces urbains étaient un peu désuets, plutôt calqués sur le format du modèle des années 70. Donc,
quand même du parking et des espaces verts, mais il y avait des choses à reconfigurer pour que ce soit plus agréable au quotidien pour les habitants. Donc voilà, le sentiment d'un gigantesque gâchis, alors qu'il y avait un véritable projet de rénovation à imaginer, et que ça passait aussi par un vrai projet de programmation. En fait, la rénovation d'un quartier, c'est pas uniquement la question du logement, c'est aussi la question de l'emploi, la question des services, la question des activités. Comment on fait que ce quartier se désenclave, se raccorde à la ville par des services, comment on fait venir des personnes extérieures à la ville ou extérieures au quartier dans ce lieu de la ville. Donc c'est plein de questions comme ça qui en fait ne sont pas du tout abordées dans le nouveau projet. Finalement, la mixité sociale, elle se limite à on rase 100% de logements sociaux, on en construit 30 et les 70% restants, on met de l'accession à la propriété. Je suis pas sûr que la mixité sociale, elle se joue sur uniquement de l'accession à la propriété dans des quartiers qui étaient à 100% social. Peut-être avant de passer à des questions, une partie un peu plus spécifique sur le système de l'ANRU, est-ce que vous avez des questions sur la manière dont les habitants peuvent percevoir ce genre d'opération? Moi, je voulais juste savoir si madame elle avait un représentant pour la défendre vis-à-vis des autorités, ou s'ils avaient dû apprendre sur le tas. Alors, comme je viens de dire, moi j'ai été tirée au sort en tant que membre du conseil citoyen. On a dû se former. Et puis je remercie l'association Appui qui nous a aidés, accompagnés et surtout outillés. Donc dans les moments comme ça, on n'a pas le choix pour se défendre d'être accompagné et surtout d'être outillé parce qu'on est face à un rouleau compresseur qui n'a ni sentiment, ni état d'âme. Donc on est obligé de mener un combat qui est long, qui est usant. Donc on n'avait pas le choix. Mais Appui était là. Dès le départ, Appui était là et c'est grâce à eux qu'on a fait un référendum citoyen, un référendum initiative. Et aussi on a fait beaucoup de portes ouvertes. Balades urbaines. On a vraiment fait énormément de choses pour alerter les habitants. Parce que, encore une fois, ce n'est pas de la concertation, c'est de l'information. C'est-à-dire que quand tu vas à des réunions publiques, ils ne concertent pas les habitants. Ils te disent, c'est ça le projet, c'est ça ou c'est rien. Et limite, si tu fais un peu trop de bruit, eh ben, on essaye de t'isoler. Ça, c'est les techniques un peu des politiciens. Tu fais un peu trop de bruit, il y en a 2 ou 3 qui vont aller t'isoler, te sortir un petit peu dehors. Mais comme je disais tout à l'heure, on est un quartier de combattants. T'en sors un, il y en a 10 dans la salle qui continuent à brailler pour dire que c'est pas normal. Donc, voilà. Quelqu'un d'autre? Ouais. Est-ce que, dans le film, on n'a pas dit, mais est-ce que les habitants ont essayé de se regrouper pour résister et ont tenté une action? C'est ça justement, oui, c'est une des questions qu'on s'est posées en arrivant dans le quartier. Comme je le disais tout à l'heure, une des premières choses qui a été démolie dans le quartier, c'était le local qui permettait de se rassembler. Donc on arrive en septembre 2020, le local est déjà démoli. Et donc on fait face à très peu, en fait on rencontre très peu de mobilisation, comme je le disais tout à l'heure. La crainte d'un mauvais relogement si on ouvre, si on s'y oppose. C'est aussi la méconnaissance de ses droits, en fait, de qu'est-ce qui est possible, pas possible. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on comprend aussi, c'est voilà, si je ne réponds pas maintenant à ce processus de relogement, peut-être que j'aurai un moins bon logement ensuite. Donc j'ai plutôt intérêt à dire oui tout de suite, plutôt que d'attendre, de contester et d'être mal relogé ensuite. Donc, je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose. Mais en fait, on rencontre des familles qui nous disent, si elles avaient eu le choix, elles seraient restées. Donc c'est vraiment notre film se situe vraiment à cet endroit-là. Donc l'impact d'un choix politique sur le quotidien de personnes qui se sont investies. Donc, comme disait Adam, au-delà des murs, dans des liens de voisinage, des liens de famille. Madame Chaud, à un moment donné, aussi explique que il y a un peu moins de 10 ans, elle a, dans le cadre d'une rénovation du quartier, elle a mis son argent pour dans les peintures, dans la rénovation de son logement aussi, en plus de ce qui était fait par le bailleur. Voilà, cet argent-là, finalement, il
il part en démolition. C'est pour ça que c'était un moment aussi dans le film, Madame Cho, elle dit moi je vais nettoyer mon logement avant de le quitter. Elle sait pertinemment que le logement va être démoli, mais elle souhaite le rendre propre. Et là, il y a vraiment quelque chose, je trouve, dans cette parole qui parle du soin qui a été mis aussi dans son logement, qui parle du soin qui a été mis dans son lieu de vie où elle a élevé sa famille, où elle a vécu, et où elle a tissé des liens de voisinage. Depuis, Madame Cho, elle fait partie des premiers habitants qui sont arrivés là. On va peut-être passer à la deuxième partie, j'ai un peu peur pour le temps, mais garde ta question pour tout à l'heure. Du coup, dans le film, il y a 3 citations qui montrent que les habitants pressentent un peu les réelles raisons de cette démolition. Il y a une jeune fille qui dit « Je pense qu'ils veulent détruire les bâtiments les plus hauts parce que ça fait trop cité, ça dérange les gens. » Ce qui renvoie à une stigmatisation de leur quartier. Il y en a un autre à un moment qui dit « C'est pour les Suisses, c'est pas les gens des îles qui vont rapporter de l'argent. » Bernard, dans un article du numéro 55 de Construire, l'entête est « L'ANRU est au service des promoteurs immobiliers, pas des habitants. Pourquoi ? D'où viennent les financements de l'ANRU, sachant que l'État finance à 0% les opérations du NPNRU, et pourquoi les démolitions sont nécessaires dans les opérations ? Oui, merci d'avoir invité le Fédération de Construire à cette table ronde. Je crois que dans le film, les habitants ont bien compris les choses, même s'ils n'ont pas tous les éléments d'analyse, ils voient bien ce qui est en train de se passer dans leur quartier, plus généralement dans tout leur environnement frontalier de la Suisse, avec le basculement économique d'une économie basée sur le décolletage à une économie basée vers les travailleurs frontaliers qui vont travailler en Suisse. Mais si on élargit ça au niveau national et à la politique nationale de rénovation urbaine, de renouvellement urbain, je crois que les choses sont en fait assez simples si on a compris que qui paie commande. Tu l'as rappelé dans ton introduction, la politique de l'ANRU, c'est une politique nationale, une politique, une grande ambition de requalification des quartiers, est une politique qui ne bénéficie pas du tout de financement public. S'il y avait des financements publics, il pourrait y avoir, opération par opération, une réflexion sur comment fonctionne le quartier, qu'est-ce qui va pas en termes d'équipement public, en termes de bâti, quels sont les souhaits des habitants, etc. Il pourrait y avoir une large concertation et on pourrait très sereinement réfléchir à la meilleure solution pour que les choses fonctionnent. Soit on réhabilite, soit on démolit en partie, soit on densifie, soit on désensifie. Mais tout ça pourrait se faire en partant des besoins sociaux, des besoins des habitants, des besoins du quartier, des besoins de l'environnement. On n'est pas du tout là-dedans, puisque l'État a dit, nous, le point de départ, c'est qu'on ne met pas en dessous d'argent public. C'est Action Logement qui va financer tout ça, qui va financer l'argent. Qu'est-ce que c'est Action Logement ? C'est un dispositif qui avait été créé pendant la guerre, en 1943 au départ, par le patronat, pour loger les salariés. Et puis, et ça, on appelait ça le 1% logement, parce que ça mobilisait 1% de la masse salariale de l'ensemble des salariés du secteur privé, ce qui fait énormément d'argent. Et cet argent, on s'est amassé au cours des siècles, des ans et des décennies, et l'État a vu que là-dedans, il y avait vraiment une manne financière. Il s'est dit, plutôt que continuer à utiliser une partie des fonds publics à financer le logement, on va utiliser l'argent du 1% qui est devenu Action Logement, non plus simplement pour loger les salariés, mais tout bonnement pour se substituer au financement de l'État. Ça sera autant de moins pour le budget de l'État. Et donc, on a dit à Action Logement, vous allez financer l'ANRU et ça va vous coûter quelques milliards. Action Logement, comment ça fonctionne ? C'est un dispositif où on retrouve autour de la table les représentants des syndicats de salariés, mais surtout les représentants des syndicats patronaux, en particulier le MEDEF, et les représentants des fédérations patronales. Et aujourd'hui, Action Logement
est présidée par la Fédération nationale du bâtiment. La Fédération nationale du bâtiment a la vocation, très légitimement, de son point de vue, à représenter les intérêts des promoteurs, des entreprises de bâtiments, etc., et de leur favoriser l'accès à de nouveaux marchés. Et donc, la FNB, président Action Logement, dit très bien, nous, on va financer l'ANRU, mais on veut y retrouver une contrepartie. Et donc, quand on dit aujourd'hui l'ANRU est financé par des fonds publics, l'ANRU a vocation à développer une fonds publique, c'est un mensonge. L'ANRU est financé par des fonds publics, par des fonds privés, les fonds d'action logement, et donc l'ANRU a vocation à ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises représentées par la FNB qui préside Action Logement et qui donc oriente la politique de l'ANRU. J'ai travaillé pour Action Logement, j'ai travaillé pour l'ANRU. Comment se passaient comment on réfléchissait dans le cadre des comités d'orientation, des comités d'engagement de l'ANRU? On regardait les opérations et on regardait si dans telle ou telle opération, dans tel ou tel quartier éligible au financement de l'ANRU, il y avait possibilité de dégager du foncier pour de nouvelles opérations de promotion intéressant les entreprises filiales de la FNB. Si oui, on y allait, sinon on n'y allait pas. Et donc, le point de départ n'était pas du tout en termes de réflexion, de partir des besoins du quartier, des besoins des habitants, mais partir de, y a-t-il une opportunité foncière permettant de monter une opération de promotion immobilière? On le voit très bien là, à Bonneville, on est maintenant dans les franges frontalières de la Suisse. Un des locataires le dit très bien, on est rattrapé par la spéculation immobilière qu'on a connue dans toute la zone frontalière, et maintenant le foncier à Bonneville, il intéresse les promoteurs pour loger les frontaliers. Et donc, quand on disait c'est un immense gâchis, l'immense gâchis pour certains, c'est pas de démolir. L'immense gâchis, c'est de laisser du logement social qui reste de bonne qualité, qui ne demande qu'à être réhabilité, de laisser ce logement social pour loger des gens d'origine modeste, beaucoup d'origine étrangère, alors que ce foncier pourrait être mieux valorisé pour monter des opérations de promotion immobilière. Et voilà, les choses s'expliquent, hélas, tout bêtement. À partir du moment où on n'a pas d'argent public, où l'argent vient du privé, l'argent, il est mis sur la table avec une réflexion purement marchande. Combien va me rapporter l'investissement sur ce quartier? On est dans une politique de marchandisation du logement, une politique de privatisation, et on se fout complètement des intérêts des habitants, on se fout complètement de l'intérêt du bâti qu'on va démolir, on ne regarde que l'assiette foncière qui permettra de monter des opérations immobilières de promotion et spéculative. Voilà ce qu'on peut dire. Merci. Donc là, c'était un peu dense. Est-ce qu'il y aurait des questions sur le banc? J'ai une question concernant le statut législatif des PNRU et MPNRU, enfin des périmètres. À quels documents d'urbanisme ils sont opposables? Est-ce que c'est des périmètres qui sont imposés par l'État? Est-ce que c'est des choses qui sont dessinées? Enfin, par qui c'est dessiné en fait ces choses-là? L'ANRU, c'est une agence nationale qui et chaque opération fait l'objet de toute une officiellement de toute une concertation avec les collectivités concernées, avec les bailleurs concernés, et aboutit à la signature d'une convention. Une convention dans laquelle on dit ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui va être réhabilité, qu'est-ce qui va être démoli, qu'est-ce qui va être construit, quels financements vont être mis en place, et en contrepartie de ces financements, qu'est-ce que va obtenir Action Logement en termes de foncier pour pouvoir monter des opérations immobilières. Donc c'est un dispositif assez lourd
mais qui est un dispositif, bien sûr, sous le contrôle politique et sous la signature politique et sous l'autorité politique de la puissance publique, mais qui ne peut aboutir que si Action Logement, qui finance l'ANRU, accepte de mettre en place les financements. Donc, dans la continuité de ce que vous venez de dire, de fait, est-ce que par exemple une collectivité qui s'engage dans la signature de cette convention pour un périmètre donné peut par la suite se rétracter sur ce périmètre? Ça paraît très difficile. Mais par contre, ce qu'ont fait un certain nombre de collectivités, c'est qu'elles ont décidé, au vu des contraintes imposées par l'ANRU et par Action Logement, de ne pas signer de convention et de monter des opérations qui pouvaient être des opérations soit de réhabilitation, soit de démolition partielle, etc. Tout type d'opération, en faisant leur affaire des financements, c'est-à-dire en se privant des financements de l'ANRU, mais en s'exonérant des contraintes qui accompagnent le financement de l'ANRU. Donc, la convention a été signée, c'est mort, quoi. C'est quasiment mort, oui. Merci. Ouais, justement, moi, ce que je voulais savoir, c'est que comme l'État choisit de fermer les yeux un peu sur tout ça, de savoir s'il y avait d'autres collectivités qui sont plus locales, comme vous dites, ou des architectes qui proposent des contre-projets à tout ça. Est-ce que vous pouvez aussi dire un petit peu? On va en parler en dernière partie, juste spécifiquement sur l'ANRU, parce que c'est le groupe Action Logement, les financements et tout, si vous avez une petite question. Sinon, une question là. Ouais. Oui, est-ce que tu peux préciser dans quelles conditions les terrains, à qui appartiennent les terrains où sont situés les immeubles démolis, et est-ce que ces terrains sont remis gratuitement à Action Logement en contrepartie de son financement des opérations? Est-ce que tu peux préciser ça? Une opération en russe, c'est donc un ensemble de bâtiments qui appartiennent à des bailleurs sociaux, et qui sont propriétaires de l'assiette foncière de le bâtiment. Et donc, l'assiette foncière appartient, c'est le cas le plus fréquent, aux bailleurs. Et donc, c'est la démolition des bâtiments sur de telle ou telle assiette foncière. En général, les assiettes foncières les plus intéressantes en termes de localisation, qui va permettre de fournir à Action Logement des terrains. Donc c'est les bailleurs qui, en contrepartie des financements apportés, vont remettre gratuitement les terrains à Action Logement. Donc il y a beaucoup de non-dits et une mauvaise utilisation des termes, puisqu'on fait croire que les fonds, c'est des fonds gratuits. Et non, les fonds, c'est pas des fonds gratuits, c'est des fonds qui sont payants et qui sont payés sous forme d'apport de terrain. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est les bailleurs qui apportent les terrains, et en contrepartie, ils ont les financements. Une dernière question sur ce thème-là. On pourra reprendre après, si jamais. Donc, aujourd'hui, en France, il y a de nombreux quartiers qui sont en lutte contre les démolitions en rue, ou non, parce que parfois, c'est uniquement les bailleurs et les collectivités qui démolissent, mais la plupart du temps, c'est quand même des conventions en rue. Certains sont en collaboration entre des architectes et des habitants. On peut citer le quartier de l'Alma à Roubaix, qui prévoit la démolition de 480 logements. Le quartier du Mirail à Toulouse, qui prévoit une démolition de 1420 logements. La Butte Rouge à Châtenay-Malabry, dont 75% de logements sont voués à la démolition. C'est que des exemples. Donc pour parler plus spécifiquement de la lutte, est-ce que Diangou, tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui tu te bats, pourquoi c'est important, et aussi nous raconter un peu comment s'organise votre lutte au Franc-Moisin à Saint-Denis? Donc nous, on est parti, on a compris directement ce qui allait se passer. Et comme je vous ai dit, c'est que le quartier Franc-Moisin, il est très bien placé. Et voilà, le foncier est très intéressant, vu qu'on est juste à côté du Stade de France. Donc directement, nous, on s'est mis en lutte. Avec appui, nous, on a fait un contre-projet. On a fait un contre-projet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus expert qu'un habitant. Donc un habitant, et surtout les habitants des quartiers populaires, ils sont débrouillards. Ils sont capables
de faire un immeuble avec un bout de papier. Donc nous, avec des cartons, on a dessiné notre quartier. Avec des cartons, on a fait une maquette, directement une maquette, et on a dessiné notre quartier. Par exemple, le bâtiment 1, il était en rose, le bâtiment 2 était en rose. Et avec cette maquette-là, eh ben, on a fait des réunions publiques en plein air. Nous, on n'a pas voulu faire dans un local. Nous, on s'est dit, on va utiliser ce qu'on a de plus cher, c'est dehors. Donc, on a fait en plein air plusieurs réunions publiques avec notre maquette. Et les bâtiments qui avaient telle couleur, c'était pour expliquer aux habitants que cet immeuble-là allait être détruit. Donc ça a affolé tout le monde. À vrai dire, ça a affolé tout le monde. Ben, nous, c'est ce qu'on voulait un petit peu. Donc, chaque réunion publique qu'il y a eu, il y a eu une déferlante d'habitants avec énormément de questions qui étaient posées. Mais pareil, le bailleur, même l'architecte, hein, la pauvre, elle savait plus quoi dire, quoi. Elle savait plus quoi dire. Donc, à partir de là, nous, on a fait des porte-à-porte. Et à un moment donné, il y a une réunion qui a vraiment craqué. C'était celle qui a été faite par la mairie et à plein de communes agglomérations. Ça a été en plein milieu du quartier, où là, c'était vraiment tout le quartier qui a encerclé l'immeuble, pas l'immeuble, mais la maisonnette qu'ils avaient construite pour la réunion publique. Et là, ils savaient qu'ils étaient en plein milieu du quartier, que ça allait partir en, je vais pas dire en cacotte, mais que ça allait mal se passer. Et c'est à partir de là que nous, on a dit aux bailleurs que voilà, il y a une solution. Nous, on a voté pour un maire. On a voté pour un maire. On vote pour les élections. Ben, nous, on veut voter pour le projet de rénovation urbaine. Donc là, il n'avait vraiment pas le choix parce tout le monde était énervé. Donc, il nous a dit que, bah, écoutez, faites le référendum et on viendra pour le dépouillement. Donc, ce référendum d'initiative, on l'a fait sur le bâtiment 13, parce que le bâtiment 13, c'est un petit lotissement de 6 étages. Là-bas, les habitants, ils vivent très, très bien. Donc, on a dit qu'on le ferait juste sur cet immeuble-là. Donc, on a fait le référendum, mais on avait 3 propositions. C'était soit on détruit le premier et deuxième étage pour que le porche soit plus haut, soit on détruit juste un étage, ou soit on le laisse tel quel. Et vraiment, ce jour-là, le jour du vote, bizarrement, il n'y avait aucune abstention. Tout le monde est venu voter. Donc, pour vous dire que quand ça touche vraiment les habitants, eh ben, ils se bougent. Et le jour du dépouillement, le soir même du dépouillement, tu avais l'adjoint qui était là, l'architecte qui était là. Tout le monde était là. Tous les locataires, tout le monde était là pour le dépouillement. Et ben, comme par hasard, eh ben, tout le monde a voté pour que l'immeuble reste tel quel. Donc, l'élu nous avait promis, il nous a dit, écoutez, là, j'ai vraiment pas le choix, donc je vais rester sur ce qu'a dit les votes. Comme ça a été filmé, et en plus, il y avait le journal local, le journal de Saint-Denis. Donc, le bâtiment 13, on ne le touche pas et compagnie. Manque de peau, il y a eu les élections municipales, et on a perdu, les communistes ont perdu la ville, donc c'est passé socialiste, et les socialistes, ils ont mis une clause de revoyure sur le bâtiment 13, en disant que ah ben non, le référendum, il est caduc, donc nous, on met une clause de revoyure. Il y a l'ANRU 4 qui arrive, donc le bâtiment 13, il saute. Bâtiment 11, 12, 13, il saute. Donc, les autres bâtiments, comme je vous ai dit, il faut vraiment suivre ce qui se passe, c'est que les 500 logements sont même pas démolis, qui nous remettent un ANRU 4 en disant qu'il y a 3 autres bâtiments qui vont sauter. C'est vraiment... Donc, nous, on est en lutte permanente, mais vraiment permanente. Il y a eu aussi, on a fait énormément on a fait 2 jours de porte ouverte. 2 jours de porte ouverte au niveau d'une école. Et pendant ces 2 jours-là, on a sensibilisé tous les habitants. Et non seulement c'est sensibilisé, c'est outillé, parce qu'on a tous grandi avec cette affaire de l'ANRU. C'est pas que moi qui a grandi. C'est que tout le monde dans ce quartier a grandi, et même les mamans qui ne savent pas très bien parler français, elles sont capables de vous dire ce que c'est le NPNRU, tellement elles ont tous été traumatisées. Donc les 2 jours de porte ouverte aussi, pareil, on a expliqué ce que c'était l'ANRU, des architectes militants aussi sont venus, nous ont expliqué. En fait, voilà, on a grandi avec cette affaire, on n'est pas résigné, même si, voilà, on a perdu, pour moi, c'est pas une perte, parce qu'on a quand même gagné des victoires avec le référendum initiative. C'est quand même une lutte qu'on a menée et qu'on a gagné, même si on a une clause de revoyure. Et on a aussi le bâtiment 7 aussi qu'on a pu sauver. Mais pareil, il a fallu que les habitants eux-mêmes fassent du bruit. Mais fassent du bruit,
le jour du comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est une réunion où il n'y a que des experts. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, hein, les comités de pilotage, c'est là où il y a tous les experts, c'est-à-dire tous les maires de pleine commune, tous les bailleurs, et t'as la préfète, t'as madame la préfète, elle est très méchante, elle. Très méchante. Il y a madame la préfète, tous les hôtes, quoi. Donc nous, pour le bâtiment 7, on s'est dit quoi? Eh ben, comme ce jour-là, il y a le copil, eh ben, on va aller faire du saccage en bas de l'immeuble. Donc on est tous partis avec nos pancartes, les mégaphones, les micros, en disant que nous, on veut rester chez nous. Elle-même, elle était choquée, elle ne savait plus quoi faire. Elle était choquée, moi j'étais là-haut, elle était choquée, elle ne savait plus quoi faire. Elle dit, oui, en gros, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et lui est sorti, il nous a dit que, bah, écoutez, je vais vous recevoir, on va essayer de sauver le hall du bâtiment 7. Il y a 2 halls qui devaient sauter, on en a sauvé un. L'autre, il saute. Juste pour vous expliquer qu'en fait, voilà, il faut mener la lutte. Hein. Faut mener la lutte. Je sais que nous, c'est spécifique parce qu'on est déjà un quartier historiquement en lutte. Mais si on n'aurait pas lutté, si on serait resté résigné comme ça, tout le monde serait parti à contre-cœur et dans un état catastrophique. Bernard, j'ai une question pour toi. Quelle est la responsabilité des architectes dans cette lutte face au plein pouvoir de l'ANRU et à l'absence totale de concertation lors de prise de décision avant la signature des conventions? Les habitants bénéficient dans quelques cas de l'appui technique de l'association Appui, on en a parlé, qui est composée d'acteurs ayant l'expertise professionnelle, donc principalement des urbanistes, des sociologues, des chercheurs, peu d'architectes. Où sont les architectes dans tout ça? Est-ce qu'ils dénoncent juste? Je pense notamment à la présidente du Conseil de l'Ordre des architectes, Christine Lecomte, ou à Nicolas Delon de Encore Heureux. Est-ce qu'on a une autre responsabilité que la dénonciation? Je crois qu'on peut partir d'un point, c'est que l'architecture est reconnue comme étant d'utilité publique. Et donc le rôle de l'architecte, c'est une mission publique, c'est de favoriser par tous ces moyens professionnels le logement digne des habitants de ce pays. Et alors ça peut être par la construction, ça peut être par la réhabilitation, ça peut être, s'il est également urbaniste, par la définition de plans d'ensemble et la requalification d'un quartier. Mais bien sûr, là, démolir un quartier dans lequel vivent des gens qui sont heureux d'être là, qui vont toutes leurs racines, tout leur réseau, hein, la question de réseau est essentielle dans ces quartiers. C'est n'importe quoi. Alors, les architectes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh ben, ils peuvent apporter leur expertise. C'est ce qui se fait dans un certain nombre de quartiers, c'est ce qui se fait actuellement en particulier au Mirail, mais pas seulement, pour expliquer que la démolition n'est sûrement pas la meilleure solution, qu'il y a sûrement des solutions techniques autres pour revaloriser le bâti et le quartier. C'est ce qui s'est fait, c'est ce qu'on fait un certain nombre d'architectes avec des réalisations de très bonne qualité dans un certain nombre de villes. Et voilà ce qu'ils peuvent faire. Il y a des associations dans lesquelles qui rassemblent des architectes, par exemple Docomomo qui luttent pour la préservation du patrimoine architectural du XXe siècle, dont ces quartiers participent. On la voyait très bien dans le film. Ce qui a été construit au cours du XXe siècle à travers ces quartiers, ce sont de grands logements, en général traversants, bien conçus, alors qui en général n'ont pas été entretenus comme ils auraient dû l'être, parce que les bailleurs n'avaient pas la volonté ou les moyens financiers pour assurer l'entretien, qui n'ont pas été réhabilités, etc., etc. Mais ce sont intrinsèquement des logements grands, spacieux, lumineux. Et c'est pas ça que les architectes aujourd'hui vont pouvoir reconstruire, parce que dans le cahier des charges des opérations de reconstruction,
eh ben, il y a de nouvelles normes en termes de surface, qui fait que les logements vont être beaucoup plus petits. On va plus avoir de... à un moment dans le film, une habitante me disait, ben voilà, j'avais un 4 pièces, je vais avoir un 2 pièces. Mais le 2 pièces qu'elle va avoir sera beaucoup plus petit qu'en 2 pièces qu'on va démolir. Hein, et puis en plus, on ne va plus, dans le cahier des charges, il ne va plus y avoir de grands logements. Au maximum, il y aura des T4. Il n'y aura plus de T5, il n'y aura plus de T6, il n'y aura plus de logements pour accueillir de grandes familles, parce que, eh ben, on ne veut plus accueillir les grandes familles. On considère que les grandes familles, c'est les familles à problème. Donc voilà, bon. Donc le rôle des architectes, eh ben, c'est difficile, hein. Ce n'est pas les architectes qui vont régler la solution. La solution, elle peut être réglée que par une mobilisation de l'ensemble de la population du quartier, avec des associations, avec éventuellement des syndicats, des partis qui les soutiennent, avec des architectes qui viennent apporter leur expertise technique, mais tout ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent faire, c'est rappeler que le patrimoine qu'on démolit, c'est un patrimoine de qualité, et à travers la démolition de ce patrimoine, on cherche à gommer, à faire disparaître en fait de la mémoire collective tout ce qui a été fait au XXe siècle pour trouver une solution sérieuse, de qualité, au logement des ménages modestes, hein, des familles salariées. C'est tout ça qu'on essaye de faire disparaître de la mémoire collective, le fait qu'à un moment, on a conçu des logements qui étaient grands, qui étaient lumineux, qui étaient bien dessinés, qui ont eu contrôle le fait que, en général, ils ont été insuffisamment entretenus, mais au départ, ils ont été parfois mal construits techniquement parce que le bailleur n'a pas eu les moyens, on n'a pas voulu se donner les moyens d'une mise en œuvre de qualité en termes de matériaux, en termes ensuite d'équipements, etc., etc. Mais en termes de conception, en tout cas, ils avaient été bien conçus, et c'est cette conception qu'on essaye aujourd'hui de gommer. Adam, tu veux rajouter quelque chose sur ton regard d'architecte sur le quartier des îles notamment? Parce que vous avez bien résumé le rôle, je pense, que les architectes doivent jouer dans ce qui se passe actuellement avec l'ANRU. Je pense aussi que le fait que des archis puissent apporter leur regard, leur expertise sur les projets de rénovation urbaine, ça apporte aussi une sorte de force pour les collectifs d'habitants. On en a discuté, on l'a présenté au Mirail, enfin à Toulouse, et on a rencontré les familles du Mirail qui sont concernées par le projet de démolition. Mine de rien, ça permet de relier les luttes qui sont menées par les habitants, par les collectifs d'habitants, à une sorte d'aura beaucoup plus large, à la société civile et même à une dimension nationale. On le voit avec le Mirail par exemple, le fait que des architectes se soient engagés auprès des habitants, ont constitué un collectif commun qui permet de porter la parole, porter l'expertise, le regard technique et le regard social, le regard personnel des familles, ça donne une sorte de crédibilité, une force et un impact beaucoup plus large que parfois des quartiers où seules les familles un peu contre vents et marées s'engagent contre des élus, contre des bailleurs, contre des décideurs. Ça donne tout de suite une aura et je pense que ça peut être aussi un point de bascule dans la prise de conscience de ce qui est en train de se jouer dans les grands ensembles en France, dans leur démolition-reconstruction, que si les architectes prennent part à ce débat-là, ça peut faire bouger les lignes. Ça peut faire bouger les lignes. Et pas seulement, et c'est là où je pense que tout se joue, vous parliez de Docomomo par exemple tout à l'heure, souvent les archis prennent position quand il y a des opérations emblématiques qui sont menacées de démolition. Roubaix, vous disiez, le Mirail par exemple. Il y a la butte rouge aussi.
il y a une myriade d'autres, il y a une infinité d'autres quartiers qui sont concernés, qui sont beaucoup plus modestes dans leur conception, des architectes qui étaient beaucoup plus, qui avaient un rayonnement local, qui ne sont pas dans la grande histoire du logement social aujourd'hui, mais qui ont construit énormément le quartier des Îles. L'architecte Maurice Philibert Plotier est un architecte local savoyard, donc qui a été formé aux Beaux-Arts à Paris, qui est revenu ensuite en Haute-Savoie, qui a construit notamment au départ avec Maurice Novarina. Puis Novarina a eu un destin plus national, mais Plotier est resté beaucoup plus local et a construit des milliers de logements sociaux en Haute-Savoie. Et tout son patrimoine, qui n'est pas très valorisé, qui n'a pas été documenté, ou qui n'a pas été partagé grandement, est aujourd'hui même en train d'être démoli. Le quartier des Îles est concerné, mais d'autres quartiers en Haute-Savoie qui a été construit par cet architecte sont en passe ou sont concernés par des projets de démolition. Donc aussi, je pense que c'est à nous de prendre en compte qu'il n'y a pas que les projets emblématiques ou les plus spectaculaires d'un point de vue architectural, les plus remarquables. On doit prendre tous les projets, s'occuper de regarder toutes les qualités, faire des diagnostics, des états des lieux, accompagner des habitants aussi sur des projets qui sont moins emblématiques. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'on sort aussi du côté le geste architectural. Voilà. En fait, tout le patrimoine, même quotidien, a une valeur et on doit regarder. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé, pour ne citer que l'Hackathon Vassal. Quand on voit le projet du Grand Parc, c'était pas des bâtiments remarquables ou d'une signature. C'était des bâtiments, au contraire, assez durs, assez difficiles à traiter. Et en fait, on voit qu'on peut traiter n'importe quel bâtiment, même s'il n'a pas eu une conception de base qui se voulait d'un grand geste architectural. Donc, voilà, je pense que aussi l'enjeu, c'est de prendre à bras-le-corps toutes les opérations qui sont aussi les plus modestes dans leur apparence. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des petites questions? Ouais. Il faut parler bien fort. Moi, je voulais ajouter, par rapport à la dernière question qui était, nous, comment, en tant qu'architecte ou futur architecte, comment on peut se mobiliser. Moi, je suis étudiante à la Villette et je suis en 5e année. J'ai déjà passé mon PFE et j'ai été bénévole chez Appui. Et en fait, c'était pour vous dire qu'on n'a pas besoin non plus d'attendre d'être architecte pour se mobiliser. Dans une association, il faut, en tant qu'étudiant, suivre des projets des contre-projets sur des projets en rue, ne serait-ce que dans vos villes, parce qu'il y en a plein qui viennent d'autres villes, de Paris, ou des choses comme ça. Dans vos villes d'origine, il y a souvent des rénovations urbaines, aller soutenir des collectifs d'habitants. Tout à l'heure, ce que j'ai pas pu partager, parce que je travaillais avant et je suis venue, mais ce que tu disais tout à l'heure, moi je trouve c'est trop cool et aussi bravo parce que vous avez fait au franc-maçon, j'ai eu l'occasion un peu de suivre et c'est vrai que c'est beau de voir aussi des habitants se mobiliser et franchement, en tant qu'étudiant, moi j'ai passé mon PFE sur justement des projets aussi un peu sur des quartiers où il y avait des rénovations urbaines. Et on a fait des projets concrets avec des habitants et on a aussi aidé à justement toute cette question de sensibilisation, ne serait-ce que de dire aux gens, voilà ce qui se passe aussi, les projets, nous on a aussi des compétences, c'est-à-dire de lire, savoir plus facilement lire des plans, comprendre certaines choses et de aussi savoir les vulgariser et en tant qu'étudiant on peut le faire, les diagnostics aussi. Moi maintenant là je fais mon stage au DAC, qui est une association qui s'appelle le droit au logement. Et on fait aussi des expertises chez des gens qui sont mal logés, chez des marchands de sommeil, dans des logements, chez des bailleurs sociaux, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, moi, en tant qu'étudiante à l'école, je fais des enquêtes, des diagnostics sur des logements, et après, j'atteste des rapports qui sont envoyés après à la préfecture, etc. Donc ça les accompagne parce qu'eux, après, ils font des dossiers de demande de logement social, de demande de logement social d'urgence, en fait, des DALO. Et en fait, derrière, ça peut les aider. Donc en tant qu'étudiant, on peut déjà se mobiliser en étant directement sur le terrain et regarder, regarder ne serait-ce que dans sa ville ou à côté, voilà. Et dans les associations, je sais, l'API, vous pouvez faire des PFE sur certains quartiers, ils ont besoin aussi d'avoir des étudiants sur terrain. Et même moi, ayant eu des expériences, ça m'a beaucoup apporté.
c'est vrai qu'en fait, justement, souvent quand on voit les projets en plus de rénovation urbaine, etc., on a l'impression que, c'est vrai, d'extérieur, les bâtiments et les cités, elles sont vraiment très détériorées, etc., mais quand on rentre à l'intérieur des logements, on voit que les gens, ça fait tant d'années qu'ils sont dans leur logement, il y en a qui sont déjà retapés tout leur logement, etc., etc. Enfin, il y a plein de petites problématiques qu'on ne voit pas si on ne va pas sur le terrain, et franchement, en tant qu'étudiant, on peut grave porter des projets, ne serait-ce qu'en cours, pour aider la sensibilité. Merci beaucoup. Sur rebondir, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que la profession d'architecte ne mobilise pas du tout en fait, par rapport à tout ça, et qu'il y a un problème national, et je pense que les luttes, il faudrait qu'elles soient beaucoup plus nationales. Enfin, ça me fait penser toujours au soulèvement de la terre, où en fait, c'est une lutte des agriculteurs qui sont vraiment soulevés d'une manière nationale, et ça a vraiment fait force. Et là, c'est encore trop localisé, et il faudrait vraiment qu'il y ait un mouvement national. Bon, c'est en cours, je sais, mais c'est encore un peu faible. Et moi, je pense surtout que justement, c'est les étudiants en architecture qui devraient se mobiliser, parce que si la profession ne le fait pas, c'est que la profession va mal, et c'est aussi que la profession, elle veut encore construire. Et donc, si, comme Nicolas Delon et tout, ils commencent à dénoncer tout ça, et qu'ils le dénoncent trop fort, et ben, ils ne pourront plus construire parce qu'ils n'auront plus de commandes. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux où l'architecte s'attend, il ne sait pas trop quoi faire, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un truc où si les écoles se mobilisent, si les écoles montrent ce qu'il faut faire, ce sont des écoles qui font. Il ne faut pas attendre école M2 ou être architecte pour le faire. Si les écoles montrent ce qu'il faut faire, je pense qu'il y aurait vraiment un élan et la profession pourrait suivre, et non pas l'inverse. Voilà. Juste pour te répondre, il me semble, alors je ne connais pas très bien ce groupement, mais c'est le collectif Dernière Rénovation, qui est un collectif national et qui a pour but justement de revendiquer auprès des élus nationaux et locaux la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Parce que ça aussi, c'est un enjeu, malgré, sans défendre ou critiquer la question de la rénovation par l'extérieur, parce que ça, c'est un autre enjeu des bâtiments. Mais ça, c'est un enjeu parce que la précarité énergétique, c'est une vraie question qui justifie souvent la démolition en fait, des bâtiments. Donc, c'est une vraie question de savoir comment avoir une vraie expertise sur comment on améliore le confort des bâtiments, à l'heure où le prix des matières premières explose, des questions de l'énergie explose, comment les ménages, les familles vont se chauffer, avoir un confort au sein du logement. Donc ça, c'est assez important. Il y a ce collectif national, donc, notamment. C'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, il y a déjà un ancrage national qui existe, auquel se rapprocher. Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Oui. Mais je me pose un peu la question de, à un moment, si on ne veut pas faire Notre-Dame-des-Landes, et ben on reste à Notre-Dame-des-Landes, on reste vraiment sur le lieu qui doit, le lieu de l'aéroport où ça doit se faire. Je me pose la question, pour ne pas détruire les murailles, par exemple, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, est-ce que les étudiants doivent aller là-bas et dire non, on ne détruit pas ça, à un moment, parce que si on a eu le temps, ça ne peut pas être démoli. Je me dis en fait, parce qu'au moment, on voit que la rue ça ne fonctionne pas, les mobilisations, ça ne fonctionne pas vraiment, et donc, je sais pas, moi ça me pose question. Je crois qu'il y a un autre élément qu'il faut mettre en avant, c'est que il se passe beaucoup de choses en fait à travers le pays avec l'ANRU. Il y a des opérations à travers toute la France, il y a des mobilisations à travers toute la France, mais c'est une somme de mobilisation locale actuellement. Ce qui a manqué jusqu'à aujourd'hui, c'est que le sujet émerge au niveau national. Tout le monde connaît la question du renouvellement urbain. Beaucoup de monde connaît ces questions de l'ANRU, mais peu de monde sait qu'il y a ces mobilisations. Et donc, il est important de les faire surgir et pour qu'elles surgissent, de les faire converger. Et que les différents collectifs qui sont riches, chacun de leur expérience, de leur bataille, puissent échanger entre eux et puissent aboutir à une mobilisation au niveau national contre la politique nationale. Parce qu'en face de nous, on a un gouvernement, on a une agence nationale, on a Action Logement avec la Fédération nationale du bâtiment, qui sont très très centralisés et très très bien organisés pour mener d'une manière très très
convergente, une politique très systématique. Et donc, Construire a pris l'initiative de publier un appel dans son dernier numéro qui émerge d'un certain nombre de collectifs locaux qui ont décidé d'appeler à une centralisation de la bataille des différents quartiers contre la politique de l'ANRU, contre les démolitions, en mettant au centre le mot d'ordre de moratoire. Il y a urgence. Les démolitions sont en train de s'accélérer. Donc, ce qu'on met en avant, c'est un moratoire national de toutes les opérations de démolition pour qu'on puisse tout remettre à plat et réenvisager l'ensemble des opérations en partant pas non plus des intérêts des promoteurs, mais des intérêts des habitants. Et donc, cette centralisation de la bagarre venant de l'ensemble de quartier, je pense que ça pourra être très, très, très profitable aux habitants. Donc, il y a cet appel, il est disponible, il est là sur la table. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, parce que je vous ai fait un tableau très beau des luttes, mais il ne faut pas oublier que les militants sont souvent incriminés et vus comme des vulgaires sacs à merde, et surtout quand on habite dans un quartier populaire, quand tu habites dans une cité, et quand tu milites dans cette cité-là, du jour au lendemain, tu as un camion avec 10 CRS qui peuvent venir sonner à ta porte, et tu ouvres ta porte, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres trop ta gueule. Alors on te prend et on te met au commissariat, on ne sait pas pourquoi. Ça aussi, c'est un danger. C'est un réel danger. Et ça nous est arrivé. Quand des mères de famille se font ramasser le même soir et on se retrouve tous dans un camion, juste parce qu'on veut vivre dignement chez nous, et juste parce qu'on milite et on se bat pour rester chez nous, c'est une forme de répression très très grave. C'est une manière de nous bafouer, de nous éteindre, mais ils n'ont pas réussi à nous éteindre parce qu'on est toujours là. Ça ne nous fait pas peur, mais juste à prendre en compte que quand on vient de ces quartiers-là, c'est difficile de militer. Même quand tu milites, il peut t'arriver tout et n'importe quoi. N'importe quelle affaire, on va la mettre sur ton dos. Et ça, franchement, c'est le seul regret que j'ai avec mon collectif Franc-Moisin. C'est cette expérience qui a été très douloureuse, qui a été vraiment, mais de manière vraiment qui nous a tous choqués. Mais à partir du moment où, quand tu habites dans une cité, tu vois de tes yeux quand tu vas au travail qu'il y a des perquisitions chez les voisins ou chez n'importe qui, on a l'habitude de voir ça. Mais on ne s'attend pas en tant que nous, femmes, d'être dans un camion pour une histoire de tout, n'importe quoi, de militants, parce qu'on veut garder notre immeuble et compagnie, quoi. Donc voilà, je ne sais pas qui sera dans les prochains projets en rue parmi vous. J'espère que nos témoignages vous ont convaincus. Pensez à l'humain avant tout. Pensez pas au foncier, même si l'ANRU est une politique de fric. Mais un logement, c'est la dignité avant tout. C'est vivre convenablement, dignement, paisiblement dans son logement. C'est tout ce que souhaite un habitant des quartiers. Il veut rien d'autre. Il veut rien d'autre. Et tant qu'il a son verre de thé chez lui et qu'il a son logement, c'est tout ce qu'il souhaite. Et les projets en rue, ça détruit des vies. Voilà ce que je voulais dire. Encore des questions? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un autoritarisme qui évolue très fortement et que malgré la légitimité de nos luttes, on est quand même confronté à un mépris vraiment sans limite. Donc ça m'inquiète un peu de parler d'architecture sans le relier à la question politique vraiment globale, qui est carrément Enfin, des fois, je me pose la question si juste m'engager dans par exemple, pour soutenir François Ruffin, par exemple, ne serait pas plus finalement utile que de donner mon expertise en tant qu'architecte, parce que j'ai l'impression que l'architecture, finalement, tout au bout de la chaîne. On peut faire les deux. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Je pense que c'est pas contradictoire, et c'est lié aussi, c'est important d'avoir
un rôle de conseil et d'éclairage, en fait, d'information. Parce que souvent, en fait, on est face à des élus qui ne savent pas, en fait, qui ne comprennent rien aux décisions, à l'impact des décisions qu'ils prennent. Pas parce que de leur faute. On ne peut pas avoir que des élus architectes. Non, mais c'est à quel moment les élus ont accès à de l'information éclairée sur leur prise de décision, notamment concernant l'ANRU, par exemple. Ben, très peu. En fait, quand on était au quartier dans le quartier des îles à Bonneville, les élus n'étaient pas forcément équipés, armés, informés, éclairés sur, finalement, toutes les possibilités qu'il y aurait eu au-delà de la démolition-reconstruction. C'est-à-dire pour prendre une décision éclairée face à la question de la transformation de ce quartier. En fait, il y avait une absence totale d'informations sur, oui, la réhabilitation on sait faire, de l'extension de façade on sait faire, le désamiantage, en fait, que vous fassiez de la démolition ou de la réhabilitation, dans tous les cas, vous aurez le même coût à l'euro près sur la question du désamiantage. Donc, en fait, c'est à un moment donné comment on arrive en tant qu'expert de notre pratique à informer, à éclairer la prise de décision. Ça, je pense que c'est vraiment un rôle qu'on a à jouer, même en amont de toute prise de décision, et effectivement, au-delà même des projets déjà engagés de réhabilitation, par exemple, de rénovation urbaine, pardon. De comment on informe. Et ça, c'est la question du lobbying, hein, concrètement. C'est à un moment donné comment nous, enfin voilà, les bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers, les constructeurs, la Fédération nationale du bâtiment savent très bien faire du lobbying auprès des élus, auprès des preneurs de décision. Quid des architectes? Où sont-ils pour informer, pour faire pression, pour défendre leur point de vue, leur regard, auprès des députés notamment, mais auprès des députés européens, auprès des députés nationaux, auprès des élus locaux, des communautés de communes. Il y a les CAUE notamment qui existent, qui permettent de conseiller les élus. Oui, mais on n'en parle pas ici. Peut-être parler aussi d'une réalité médiatique qui aussi dévalorise les grands ensembles, qui dévalorise le quartier. Il y a une chercheuse qui a fait un livre qui s'appelle, c'est Camille Canteux, sur filmer les grands ensembles. Et comment, depuis leur construction, les grands ensembles ont au début été vraiment montrés comme la modernité, comme des lieux d'espoir, justement. Et petit à petit, dans les médias, que ce soit audiovisuel, mais aussi dans le cinéma, les grands ensembles ont pâti en fait d'une image très négative. Aujourd'hui, quand on parle des grands ensembles, c'est souvent pour pointer les problèmes de drogue, enfin principalement les problèmes de drogue, ou une poubelle qui brûle. C'est ce que nous disaient les familles des îles. Les médias sont venus qu'une fois, c'est pour parler d'une poubelle qui brûlait parce qu'ils voulaient installer un crématorium juste à côté du quartier. Donc c'est aussi cette question-là aussi de revaloriser, mais aussi dans leur image et dans tout le potentiel qu'ont ces lieux de vie. Je prends l'exemple aussi d'une étudiante qu'on a rencontrée au Mirail, une étudiante à l'école d'architecture de Toulouse, qui a grandi dans le quartier du Mirail, qui avait une très mauvaise image de son lieu de vie, et c'est en allant à l'école d'architecture qu'elle a en fait, ses lunettes ont changé sur son lieu de vie. Elle avait du plaisir à vivre là, mais elle avait comme ça ce poids d'un quartier avec une mauvaise image, une mauvaise réputation. Et en sortant de l'école, enfin on est toujours en études, mais aujourd'hui son regard a changé sur son lieu de vie. Et c'est aussi ça, je pense, en tant qu'architecte, vous pouvez venir, et puis aussi en faisant des films, hein, c'est comment on peut revaloriser ces lieux de vie et leur image, en fait, à quel point c'est des lieux où il fait bon vivre, et c'est aussi passer ce que vous disiez, passer la porte, rentrer dans les logements, et de se rendre compte, c'est souvent des logements, et c'est ce qu'on se rendait compte aux îles. On a fait toute une enquête en parallèle du film. C'est souvent des logements, des lieux de vie qui sont montrés de très loin. D'un point de vue même technique, audiovisuel, souvent avec des zooms, voilà, on n'y rentre pas. C'est des points de vue de l'extérieur zoomés. Et donc c'est le choix qu'on fait avec ce film aussi, c'est tout le contraire, on n'utilise pas le zoom et on est à l'intérieur. Et on prend le temps de rencontrer les gens et les espaces qu'ils habitent. Donc tout ça pour dire que je pense que c'est ça. C'est aussi une question d'image, de médiatisation, et voilà, c'est collectif, hein, c'est national. Quand on parle des quartiers, puis même je pense à tous les
médias, vidéoclips, enfin, c'est tout un ensemble là, qui véhicule cette image-là. Oui, moi je crois que notre responsabilité aussi, c'est ce qu'on essaye de faire avec la revue Construire, c'est que plutôt que déconstruire les quartiers, c'est déconstruire la logique de l'ANRU. Parce qu'effectivement, les collectivités qui s'engagent dans les programmes, elles y vont souvent de bonne foi. Elles sont persuadées qu'elles vont avoir de vraies subventions, qu'on va vraiment trouver une solution pour répondre aux besoins du quartier, des habitants, etc. Elles signent une convention, à partir du moment où elles ont signé, elles sont piégées. Parce que de premiers fonds sont mis en place, etc. Et à partir de là, le doigt est mis dans l'engrenage et on ne peut plus en sortir. Et c'est au fil du temps qu'elles se rendent compte qu'elles sont rentrées dans un truc dont elles peuvent plus s'extraire et qu'elles n'ont plus du tout la maîtrise. Et qu'il faut aller jusqu'au bout et qu'il faut donc accepter les démolitions, même si les habitants qui n'avaient pas été concertés en amont font valoir que la démolition est la mauvaise solution, qu'il faut laisser venir les promoteurs, même si on n'avait pas compris qu'il y aurait des promoteurs parce que c'était la contrepartie des fameuses subventions, etc. Donc il y a toute une déconstruction à faire le plus en amont possible pour que tous ceux qui s'engagent là-dedans y aillent d'une manière éclairée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être ajouter aussi la question, on n'en a pas parlé, des îlots de fraîcheur que sont les grands ensembles et les quartiers de logements sociaux. C'est un constat aussi qu'on a fait aux îles, c'est depuis 50 ans, il y a des arbres qui poussent, des grands arbres qui permettent des îlots de fraîcheur. C'était la même chose aussi, on était dans le quartier de Saragosse à Pau, et c'est le quartier le plus frais de la ville quand on est en été, qui fait extrêmement chaud. C'est intéressant parce que dans la communication en fait, du bailleur et la communication de l'ANRU, souvent on remplace les quartiers de logements sociaux par des éco-quartiers. Il y avait toute une communication, notamment à Bonneville, d'un éco-quartier où il avait d'éco que le nom finalement, en tout cas dans ce qu'on voyait. Puis le quartier des îles était souvent vu comme un quartier tout béton, un quartier un quartier qui déshumanise, un quartier cage à lapin. Et quand on revenait, en fait, quand on faisait des marches avec Adam, qu'on sortait du quartier, qu'on en revenait, c'était le quartier plus vert finalement. C'était le quartier où il y avait le plus de biodiversité. C'est pour ça aussi qu'il y a cette scène à un moment donné où on voit ce ver de terre qui, qui se faufile, signe d'une terre riche aussi, une terre pleine de vie. Donc c'est un autre argument aussi sur ces quartiers. Oui, je pense qu'en fait, c'est trouver... En fait, c'est comment, et ça répond aussi à ce que tu disais juste avant, c'est comment on revalorise l'image des grands ensembles, l'image des quartiers qui ont été construits à l'après-guerre. C'est comment on change, donc nous, par nos outils que sont le plan, le document, l'image, la 3D, la programmation prospective, comment aussi on revalorise l'image auprès des habitants des quartiers, de ces quartiers, des habitants du reste de la ville et les élus. Comment on change le regard sur ces grands ensembles qui ont été construits, qui sont pleins de potentiel, plein de possibilités de transformation, de transformation profonde aussi, et de qualité à l'heure où l'urgence climatique est extrêmement présente dans notre quotidien, qu'on nous dit qu'il faut agir avec mesure, économiser l'électricité, l'eau, etc. Et la question des ressources, des matières premières est tellement importante aujourd'hui dans la construction. On sait qu'il y a une explosion du coût des matières premières. Le béton, on sait le coût énorme en termes de CO2, en termes de consommation de ciment, de sable, d'eau que ça coûte. Quel est le sens de démolir des millions de mètres carrés de logements viables et transformables qui n'attendent plus qu'à être réhabilités? C'est ce qu'on a vu aux îles. On est à retourner quelques mois après le tournage. Le désamiantage était en cours sur certains bâtiments, sur les 3 premiers bâtiments concernés par la démolition. Le désamiantage venait d'être terminé. Il y avait 3 bâtiments vides où il n'y avait plus que la structure en béton, qui était saine, complètement désamiantée, qui n'attendait plus que
que du second œuvre, des extensions, enfin voilà, remettre tout ce qui va permettre au bâtiment de vivre. Et c'est ces mètres carrés-là qu'on va démolir. Donc c'est aussi revaloriser l'image pour ensuite, en fait, avec le sens que ça a aujourd'hui dans tout le discours politique aussi, qui mettons aussi les politiques face à leur discours, à leurs paroles. Si on veut vraiment avoir un discours engagé, prenons des actes engagés, c'est-à-dire qu'on conserve ces mètres carrés, on conserve ces quartiers qui sont des vrais îlots de fraîcheur, qui vont être en fait de plus en plus, et d'ailleurs c'était le cas, tu le disais à Pau par exemple, où c'est devenu un argument pour la ville pour que des habitants viennent s'installer. De plus en plus d'habitants, effectivement, le fait qu'il y a eu tout un travail assez fin de programmation, d'équipement public, qui a fait que d'autres habitants extérieurs à la ville sont amenés d'un coup à venir au sein du quartier pour emmener les enfants, pour trouver du travail, pour travailler, il y a une maison d'artisanat, etc. D'un coup, des habitants qui ne connaissaient absolument pas le quartier voient le quartier d'un autre regard, se rendent compte de plein de choses, de plein d'aménités, et en fait se disent « Ah ben en fait c'est peut-être pas si mal, et peut-être que je vais faire une demande de logement social ici, ou peut-être que je vais investir, je vais acheter un appartement parce que je sais qu'il y a un bâtiment qui va être construit là. » Et ça a changé le regard sur le quartier. Et ça, je pense que c'est important de trouver les outils, les moyens pour revaloriser, changer la valeur, l'image que l'on a aujourd'hui sur ces grands ensembles qu'on veut voir. En fait, c'est complètement, comment dire, c'est de l'idéologie. On veut éradiquer l'image des grands ensembles, comme ce que vous dites. On veut éradiquer l'image des grands ensembles. Ça ne correspond plus au discours, au débat que l'on veut pour la politique et pour l'image de nos villes. Justement, à propos de cette image, vous qui êtes réalisateur tous les deux, je suis assez sceptique, par exemple, devant certains films qui sont produits par une certaine école de cinéma du 93 qui s'appelle Tragenet. Et récemment, j'ai vu la première de Bâtiment. Bâtiment 5, voilà, exactement. Alors, effectivement, par rapport à cette image, je pense que c'est des films qui ont pour but d'être assez cathartiques pour les personnes qui vivent dans ces conditions-là de lutte perpétuelle et de violence parfois. Mais pour, par exemple, nous architectes qui peut-être nous engageons dans des luttes auprès d'eux, quel regard en fait on doit avoir par rapport à ces films qui sont clairement des espèces de pièces de théâtre de violence complètement... et peut-être que vous pouvez répondre aussi, parce que justement, je sais pas si vous l'avez vu, Bâtiment 5, mais c'est terrible. Moi, j'ai trouvé bien, mais en même temps, j'ai été... je me demande si ça rejoue pas justement certaines scènes de la violence médiatique, de ce qu'on a voulu rendre de violent dans l'image médiatique des grands ensembles, en fait. Tu l'as vu, Bâtiment 5 ? On l'a pas vu, non. Pas encore. Alors moi, je l'ai vu en avant-première. Vous en avez pensé quoi ? Ce que je peux dire de Bâtiment 5, ce qu'ils ont vécu, moi je l'ai vécu en 1995, le 29 septembre 1995. C'est mon bâtiment qui a explosé à la dynamite en face de moi. Donc la première scène que j'ai vue dans l'immeuble, moi je suis retournée en arrière en 1995. Et c'est vrai que c'est choquant. Moi ce que je reproche à la Gili, et je lui ai dit, parce qu'à la fin il y avait un débat, il n'est pas rentré, mais vraiment à fond dans l'ANRU. Je pense que moi il manque un bout du Bâtiment 5. Il est rentré dans la manière le militantisme, que les femmes reprennent le pouvoir. Les femmes de quartier reprennent le pouvoir. Mais pour moi, je trouve qu'il manque encore un bout pour dénoncer l'ANRU. Et je lui ai dit, franchement, c'est dommage que tu n'as pas poursuivi le petit truc en disant que l'ANRU, il y a un problème dedans. Et pourtant, il le sait. Hein. Parce que lui, il habitait aux Chênes Pointues, c'est sa cité, il habitait aux Chênes Pointues, programme ANRU, où ça a été une catastrophe. C'est juste ça qui manque. Mais sinon, les scènes qui se passent, après, il y a du surjoué. Mais ce qui a été surjoué, ça s'est vraiment passé. Bien sûr. Ça s'est vraiment passé. Même si ça a été surjoué, c'est des scènes qui ont vraiment été passées. Il s'est vraiment passé en réalité.
donc la violence que ça... La violence des expulsions? Non, je dirais, parce que ça... La violence des expulsions, c'est ça? Oui, ça je l'imagine, mais ça finit sur une note... très violente. Ouais, de prendre des armes et d'aller dans un espèce de... Alors qu'en fait, la lutte, comme vous pouvez... Pourquoi vous savez mieux que nous, elle s'organise plutôt autour de la négociation. Je vais pas spoiler le film, mais quand tu regardes bien, excusez-moi, hein, je spoil légèrement. Légèrement. Pourquoi le jeune de quartier a pété un plomb? Parce qu'il s'est fait expulser le 25 décembre à cause d'un maire irresponsable qui te met des programmes en rue et qui les pond n'importe comment et qui est incapable de dire ce que c'est en rue. Le gars, il a pété un plomb. Donc, c'est son cœur qui a parlé, la violence. Voilà. L'autre fille, elle a dit quoi? Non, moi, je vais être politique pour éradiquer le maire. Il y a deux chemins. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. L'autre, il a pété un plomb, il s'est fait expulser. À cause de quoi? Un programme en rue. Et le maire, il est incapable de dire ce que c'est un programme en rue. C'est très, très grave. Et ce que je viens de dire, c'est vrai, les politiques ne savent pas ce que c'est nos rues. Et c'est ce qu'ils se sont mangés. Et c'est ce que nous-mêmes, on a dans les quartiers. Les politiques, ils viennent, ils te parlent de la rue, mais ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est l'expulsion. Ils savent pas ce que c'est de tout perdre. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Si les politiques arrivent, ils savent pas. Ils savent pas. On doit savoir. Exactement. C'est ça qu'il a mis en lumière. Après, tu as deux genres de personnes. Tu as celui-là qui va dire « Je me suis fait expulser le 25 décembre, j'ai rien demandé à personne. » C'est son cœur qui a parlé. C'est pour ça qu'il est parti chez le maire en disant « C'est quoi ce bordel ?» Et tu as l'autre fille qui dit « Non, moi je vais t'engager, je vais mener une campagne et je vais devenir maire de Clichy et je vais dégager ce maire incompétent. » Voilà mon œil. C'est mon œil que je le vois comme ça. Après, chacun a sa vision des choses. Chacun a sa vision des choses. Mais dis-toi que la violence qui sort, c'est parce qu'il a subi une injustice. Et cette injustice-là, c'est à cause de quoi? L'ANRU. Voilà. Merci. Merci à tous. On a un peu dépassé, donc on va libérer la cafette. On va tous, pour ceux qui peuvent, boire un verre aux 3 arbres à côté. Il y a des places qui sont réservées. Si vous voulez continuer cette discussion. Et surtout, merci. Vous étiez hyper nombreux et nombreuses et c'était super. Donc, merci beaucoup. Il y a plein de documents aussi qu'on a imprimés exprès pour vous, donc partez avec des petits trucs. La semaine prochaine, c'est sur la question des contre-projets, notamment de la ZAD et du contre-projet à l'A69. Il y a l'urbaniste qui a fait le contre-projet qui va venir, du coup venez, c'est à 17h30 aussi.